les assureurs, par la voix de leur fédération, se sont exprimés tout à l'heure avec M. Pénet. Faisons du passé table rase, mais pas tout à fait. Vous avez en tête ce qui s'est passé ces dernières années. La position des grands assureurs, nous venons d'entendre un assureur spécialisé, un courtier spécialisé, qui ont toujours été très proches de ce risque-là et de son traitement. Les grands assureurs, ça n'est pas leur cas. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'ils sortent du bois. En tout cas, vous avez accepté d'intervenir ce soir, c'est la preuve d'un certain intérêt pour ce sujet. Il est de quelle nature cet intérêt? Est-ce que vous trouvez que vous avez un rôle en tant qu'assureur généraliste de première importance? Est-ce que vous laissez ça à des assureurs spécialisés? C'est ce qui s'est passé dans le cadre de la GRL2. Est-ce que la rédaction actuelle vous satisfait, ou est-ce que vous voudriez aller explicitement vers un PPP? Je reprends les termes du président Raoul. Voilà, question identique en fait que celle que j'ai posée à vos prédécesseurs. Merci Henri Buzicazo, bonsoir à toutes et à tous. Peut-être avant de répondre à votre question, clarifier les enjeux pour AXA. Nous sommes, vous l'avez dit, un grand assureur. Nous avons la chance d'être le premier assureur sur le marché français, toutes branches confondues, avec un chiffre d'affaires de 20 milliards d'euros. Nous opérons, nous intervenons sur le marché des loyers impayés, donc ce qu'on appelle la GLI, la garantie des loyers impayés, pour un montant qui est de 30 millions d'euros. Alors 30 millions d'euros, c'est beaucoup et pas beaucoup. C'est pas beaucoup quand on le compare au chiffre d'affaires d'AXA en France, 20 milliards. Maintenant, ça n'est pas rien sur le marché des loyers impayés en France, puisque sur le marché des loyers impayés en France, c'est 400 millions d'euros. Nous avons 30 millions d'euros, donc un petit peu moins de 10% de part de marché. Nous avons une part de marché qui est supérieure quand on regarde les logements qui sont couverts. Il y a aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, sur le marché français, 900 000 logements qui sont couverts en loyer impayé et nous en couvrons 180 000, c'est-à-dire 20%. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'on couvre 20% des logements avec seulement 10% des primes? Parce qu'on est plutôt positionné sur des logements qui sont en province plutôt qu'en agglomération parisienne, et puis par ailleurs sur des logements de taille plus petite que la moyenne du marché. Voilà, donc nous intervenons sur ce marché et à ce titre, effectivement, nous avons accepté de participer à cette table ronde. Je profite également de cette occasion pour répondre à une question que vous ne m'avez pas posée, mais qui a été posée tout à l'heure à Stéphane Penet. Pourquoi il n'y a pas eu plus d'assureurs qui sont allés sur le terrain de la GRL, c'est-à-dire le dispositif qui est plutôt centré sur les populations qui ont un taux d'effort plus important. Je rappelle, le taux d'effort, c'est le montant du loyer divisé par le montant des revenus. Alors, nous n'y sommes pas allés pour plusieurs raisons. D'abord, nous sommes au service de nos clients. Nos clients, ce sont les administrateurs de biens. Et on n'a pas eu beaucoup de demandes. Donc, déjà, on n'a pas eu une clameur qui disait « il faut absolument que vous y alliez ». Donc, c'est la première raison. Elle est importante. C'est vrai que le dispositif tel qu'il avait été imaginé était aussi extrêmement complexe. On avait chiffré les investissements informatiques nécessaires pour les EDI avec l'organisme en charge. Voilà, ça a été un peu compliqué. Et puis, enfin, le dispositif prévoyait une réassurance par action logement qui ne répondait pas à nos critères de sécurité des réassureurs. Vous savez que les grands assureurs sont cotés par des agences de rating et que donc quand ils se réassurent, eux-mêmes, les assureurs regardent le niveau de sécurité de leurs réassureurs. Donc tout ceci avait fait que nous avions fait en effet le choix de ne pas aller sur le terrain de la GRL. Alors par rapport, maintenant je réponds à votre question, pardonnez-moi pour cette introduction un petit peu longue. Par rapport à la question que vous posez, d'abord j'observe que c'est vrai, l'introduction qui a été faite par la ministre n'a pas l'air de laisser beaucoup de place au monde du privé. Ça a l'air, le système tel qu'il est présenté a l'air très contraint. Mais admettons qu'on puisse desserrer les taux de contrainte. Admettons que la ministre puisse évoluer. Oui, bien sûr. Si on veut qu'il y ait de la place pour un rôle au secteur privé, quel qu'il soit, il faudra desserrer les taux des contraintes. Stéphane Penet l'a dit, nous ne sommes pas particulièrement demandeurs. Maintenant, nous savons, j'ai envie de dire, tenir notre rang, en tout cas jouer notre rôle lorsque le gouvernement ou le législateur rend un dispositif universel ou obligatoire. Je trouve que c'est un peu synonyme. Ça a été dit pour l'assurance automobile. Donc nous sommes prêts à jouer ce
ce rôle si le législateur nous le demande. Alors après, il y a comment. Et je trouve qu'il y a un intérêt, en effet, on l'a rapidement évoqué, Pierre Bessé l'a rapidement évoqué, à s'inspirer de ce qui existe, par exemple, dans le domaine des catastrophes naturelles. En gros, quand on assure son domicile, sa maison, ça, on comprend ce qu'on appelle une multirisque habitation, 12% de la prime couvre les catastrophes naturelles. Et ce dispositif-là, nous sommes au-dessus d'un certain seuil, c'est-à-dire si les catastrophes naturelles dépassent un certain seuil, nous sommes réassurés par un réassureur professionnel qui s'appelle la Caisse centrale de réassurance, la CCR, qui bénéficie de la garantie de l'État. Donc lorsque l'État est prêt à s'engager, nous aussi nous sommes prêts à nous engager sur les risques les plus délicats. Je voudrais terminer, si vous permettez, j'ai été un peu long, mais avec 2 remarques. La première, c'est que, pour revenir à la discussion sur l'aléa moral, je crois en effet que ce n'est pas parce qu'on est assuré qu'on veut provoquer le risque, qu'on va provoquer volontairement le risque pour lequel on est assuré. Il faudrait quand même faire attention à ce qu'un dispositif universel et obligatoire ne conduise pas à banaliser les situations de surendettement et de foyers qui mettent jusqu'à 50% de leur loyer. Parce que quand bien même il y aurait une garantie, c'est toujours un drame pour une famille d'avoir acquitté son logement. Je ne parle pas des locataires de mauvaise foi, mais enfin, bien souvent, il y a des accidents de la vie, comme on dit. Voilà. Et donc, dire que c'est finalement normal d'aller jusqu'à 50% pour le logement, ça ne me paraît pas sain. Donc ça, c'est un risque que je pointe dans le dispositif. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que les assureurs sont aussi des grands investisseurs. Ils investissent dans les obligations d'État, ils investissent dans l'immobilier. Et pour le coup, je voudrais pointer... Pas beaucoup dans le logement locatif privé, dites-vous. Ah ben alors justement, c'est précisément le point sur lequel je voulais venir, parce que je voudrais quand même pointer on va dire, une incohérence dans la loi Allure. Si aujourd'hui les loyers sont trop élevés et que certains ont du mal à joindre les deux bouts et à accéder à un logement, c'est d'abord parce que, ça a été dit, on manque de logements en France. C'est quand même la donnée de base. Je n'oublie pas que nous sommes dans les locaux de la Fédération française du bâtiment. Il y avait en 2007 450 000 mises en chantier de logements neufs dans l'année. On est aujourd'hui à 300 000. Donc le fondamental, il est là. Et or, le moins qu'on puisse dire, c'est que par le dispositif d'encadrement quand même très serré des loyers qui est prévu dans la loi Allure, on n'encourage pas non plus les acteurs du secteur privé à investir plus dans l'immobilier. Et ça, c'est quand même une difficulté que je voulais mentionner sur cette loi. Pardonnez-moi d'avoir été un peu long. Merci beaucoup.